Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session du Printemps de l'économie intitulée « Capitalisme numérique versus transition écologique et énergétique, l'impossible réconciliation ». Alors en effet, les politiques du numérique et de l'environnement semblent parfois poursuivre des objectifs contradictoires. On voit que le numérique se déploie et l'impact environnemental des activités commence à poser question. Donc aujourd'hui, on va voir un peu quelles sont ces contradictions et surtout comment les dépasser avec nos intervenants. Alors parmi nos intervenants, j'accueille Julien Pillot, qui est enseignant-chercheur à Omnes Éducation, directeur de la valorisation de la recherche de l'INSEC, la grande école INSEC. Je reçois également Olivier Passé, qui est économiste, directeur des synthèses de la recherche chez Xerfi, institut privé d'études économiques. Et puis en ligne, nous aurons également Arnaud Guéguin, qui est consultant indépendant et qui est copilote de la note du Shift Project sur l'impact environnemental des activités numériques. Il a copiloté cette note avec Céline Lescope, qui malheureusement a dû être excusée et est remplacée donc par Arnaud. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pour cette table ronde, on va prendre comme appui, on va prendre comme base de déroulé une note qui a été publiée très récemment, une note de synthèse par Julien, une note qui a été réalisée à la demande de la direction de l'information légale et administrative, le DILA, qui dépend de Matignon, des services de la Première ministre Emmanuelle Borne. Justement, donc le sujet sur cette adéquation entre politique environnementale et capitalisme numérique. Donc il y a plusieurs points qu'on va aborder. Il y a 5 grands points qui se dégagent de ta note, Julien. On va les prendre un par un et puis on fera réagir Olivier et Arnaud en ligne au fur et à mesure. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je rappelle également que cette session a été conçue par Julien et Omnes Éducation. Il faut également remercier ceux qui nous suivent à distance grâce aux outils numériques. Donc un grand bonjour aux classes de terminale du lycée Camille Claudel de Reims et également à la classe de terminale du lycée Étienne d'Orve à Nantes. Et enfin, il me reste un tout dernier point à souligner, c'est que, évidemment, on vous encourage à poser toutes les questions qui vous viendraient en tête pendant les différentes interventions de nos experts. Vous pouvez notamment poser vos questions via Twitter avec le hashtag Printemps de l'éco. Voilà pour cette petite introduction. On va tout de suite s'intéresser, rentrer dans le vif du sujet. On va s'intéresser au premier point qui ressort de ta note, Julien. Ce premier point, c'est un focus sur l'écosystème de la tech en France. Alors, c'est vrai que pour commencer de parler d'économie numérique, c'est bien de commencer par voir ce qui se passe chez nous. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un écosystème performant? Sur quelle trajectoire est-ce qu'on est? Il y a quelques années, on disait souvent que les Français brillaient à Las Vegas au fameux Consumer Electronics Show. Est-ce que c'est toujours le cas, Julien? Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de participer au Printemps de l'économie. Et effectivement, pour entrer directement dans le vif du sujet, Thibaut, il faut comprendre la motivation qui était la mienne lorsque j'ai effectivement réalisé cette note. L'idée, évidemment, c'est de prendre conscience des impacts économiques, sociaux et environnementaux du numérique et de certains business models qui président à l'écosystème de la tech derrière, mais en faisant attention à ce qu'une régulation beaucoup trop forte ne vienne pas casser certains moteurs économiques très forts dont bénéficie la France. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a dit que, et on est forcé de le constater, que la France ni l'Europe n'ont pas réussi à construire de GAFAM, on n'a pas de Google en Europe, effectivement, on n'a pas de Facebook en France, on n'a pas de TikTok en France, ça se saurait. Bon, est-ce à dire qu'on est nul en matière de numérique? La réponse est non. La France a effectivement un écosystème du numérique qui est très attractif, qui est très performant, qui est source d'attractivité pour des capitaux venant de l'étranger, qui est source d'emploi. Et derrière cette espèce de mastodonte que peuvent être les géants du numérique, on a tout un tas d'acteurs de plus ou moins grande importance
qui sont des vrais moteurs, un petit peu dans l'ombre peut-être, mais qui derrière, en fait, sont des locomotives pour tout un écosystème tech français qui bénéficie à plein de ce que ces acteurs peuvent apporter. Alors effectivement, on va avoir des très grands acteurs, sans même parler des licornes françaises, on a des acteurs qui brillent chaque année au Consumer Electronics Show à Las Vegas, cette grande messe de la tech, où la France est régulièrement, derrière les États-Unis d'Amérique, la plus grande délégation internationale d'entreprises qui viennent présenter des innovations dans ce cadre-là. On a des entreprises qui brillent dans des domaines de la data science, on a des entreprises qui brillent dans le domaine de la data visualisation, on a des entreprises qui sont excellentes en matière de codage, en matière de développement de jeux vidéo, de moteurs graphiques, et tout ça, en fait, une régulation qui ne serait pas bien pensée, qui ne serait pas bien préparée, pourrait venir casser ce moteur économique dont la France bénéficie, et c'est ce pourquoi je voulais commencer cette note par mettre un point de focus là-dessus. Olivier, quelle est la place exacte de la tech française dans l'économie française? En fait, la place de la tech, il faut la voir sous toutes ses dimensions. Julien a parfaitement raison de dire qu'il y a une véritable dynamique. Il y a une dynamique aussi du côté de l'investissement, de la levée de fonds. C'est indéniable. Après, le regret, et on le sait, celui qu'on peut avoir, c'est est-ce que l'on maîtrise la chaîne de valeur de la tech? Donc il y avait une vieille distinction à l'époque qui consistait à distinguer, ça fait longtemps que je n'en ai pas entendu parler, mais les secteurs utilisateurs et les secteurs producteurs. Et on va dire, côté français, nous sommes d'assez bons utilisateurs de la tech, producteurs, c'est-à-dire en remontant véritablement de l'amont à l'aval, oui, là, on va tout de suite détecter un certain nombre de faiblesses qui peuvent nous mener très loin et qui ont un rapport direct d'ailleurs avec la dépendance avec la question énergétique et celle de l'environnement, parce qu'en même temps qu'on développe ce secteur de la tech, on voit que l'on mobilise beaucoup de matériaux dont on ne maîtrise pas le transport, donc il y a toute une série de choix à faire autour, on va citer le grand poncif, des terres rares par exemple, il y a toute une série de dilemmes autour de la batterie, des choix électriques qui vont se poser en amont. Voilà, c'est un premier point. Donc nous avons investi des segments importants de ce secteur, notamment sur la dimension data, sur la dimension software, etc., dans le jeu aussi. Bon voilà, ça c'est tout à fait clair. Alors il y a un petit biais, comme je suis d'assez près les levées de fonds, il y a parfois un petit abus de langage autour de la tech. Un petit abus de langage qui consiste à appeler tech un peu tout et n'importe quoi. Et on va dire effectivement il y a une prolifération en France, et ça c'est important de le dire, parce que quand on parle de la tech, on va parler énormément de plateformes, c'est-à-dire de sites qui quelque part font une forme d'appariement, jouent d'intermédiaire et produisent de la transaction et font, voilà, quelque part permettent de rendre possible du gré à gré ou du quasi gré à gré, bon voilà. Donc effectivement, elles vont porter le label tech parce qu'elles investissent tous les domaines. Et donc on peut, à travers cela, avoir le sentiment que sur une technologie qui n'est plus de pointe au fond, développer une plateforme aujourd'hui, c'est plus la pointe de ce secteur. On peut avoir le sentiment qu'il y a une effervescence. Et en fait, on y reviendra par la suite. Oui, il y a une effervescence, mais il y a aussi, et on en reviendra, un risque à travers cela de développer des transactions, des flux dont l'impact écologique est contestable. Donc, alors je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de la suite, mais nous sommes à la fois donc relativement bien positionnés, mais je veux dire, tous les biais de la surconsommation, nous les avons aussi. Et il y a un petit côté tech-washing, voilà, qui consiste à surlabelliser, à un petit peu montrer nos muscles. Donc on a parlé de nos performances sur les marchés américains. Oui, mais il y a beaucoup de com aussi. Il y a énormément de... on arrive, on va dire, groupé
C'est très bien d'ailleurs hein, que la France découvre aussi l'impact de l'image et de la réputation. C'est un des domaines sur lequel la France a su faire, c'est-à-dire se construire une image de marque. Et ça, c'est très important. Mais bon, voilà, on sait que quelque part, nos performances et notre affichage embellit un tout petit peu le tableau. Mais au-delà de ce phénomène, derrière cette effervescence, il y a effectivement cette question de l'impact numérique et l'impact environnemental du numérique. Et là, Julien, je reprends ta note, il y a un terme qui est assez frappant. Tu parles de dopage métallique. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, je peux essayer de développer ce point. En fait, il faut bien comprendre que derrière le numérique, c'est pas de l'immatériel. C'est du matériel, c'est parfois même de la rematérialisation. Et derrière le numérique, eh bien, il y a du hardware, beaucoup d'hardware. Il y a des infrastructures, il y a des serveurs, il y a des devices, des téléphones portables, des écrans de télévision, des ordinateurs. Et tout ça est extrêmement gourmand en métaux. Prenez un outil aussi commun aujourd'hui qu'un smartphone, il y a à peu près 50 types de métaux différents en moyenne dans un smartphone. Alors certes, dans des quantités qui sont très souvent infinitésimales, le problème c'est qu'on va en produire chaque année des milliards. Et puis à côté de ça, on va aussi produire des centaines de millions d'ordinateurs, puis des milliards d'écrans de télévision, puis tout un tas d'objets connectés, de capteurs. Et tout ça mis bout à bout, en fait génère un besoin fondamental en métaux qui va crescendo. Le problème de ces métaux, c'est qu'on va les chercher de plus en plus loin dans des conditions à la fois humaines mais aussi environnementales qui sont absolument déplorables, qui sont dénoncées d'ailleurs par beaucoup d'économistes mais aussi d'organisations internationales. Et pour aller chercher ces métaux, pour rester uniquement sur la partie environnementale de l'affaire, en fait ça se passe dans des pays qui ne sont pas très précautionneux en matière d'environnement et utilisent très majoritairement des énergies très fortement carbonées. Donc pour pouvoir faire fonctionner nos équipements numériques, dont en Occident nous sommes de très forts consommateurs, eh bien on a besoin effectivement d'exporter, en fait, d'externaliser notre pollution dans des pays où on va chercher les métaux et où on va les raffiner avant qu'ils puissent avoir un usage industriel. Donc c'est ça dont je parle dans la note, quand je parle de dopage métallique, c'est qu'on est dans une société du numérique et à travers elle, une société qui va vers plus d'électrification. Et quand on va vers plus d'électrification, on ne sait pas le faire aujourd'hui sans avoir recours à plus de métaux qui sont extrêmement polluants et énergivores à aller chercher et à mettre en forme pour pouvoir en avoir un usage industriel. Et ça, si on y prend garde, c'est assez redoutable. Parce que ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est que pour un pays comme la France, on considère aujourd'hui avec beaucoup de pincettes, parce que je pense qu'on y reviendra, mais les méthodes d'approximation de l'impact écologique du numérique ne sont pas encore tout à fait robustes, elles ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre. Mais avec les estimations qui sont les nôtres aujourd'hui, on considère que 2,5% de l'empreinte carbone d'un pays comme la France provient du numérique, que 10% de la consommation énergétique aujourd'hui d'un pays comme la France est liée à nos usages numériques. Mais ce qui est le plus important à comprendre et ce qui est le plus inquiétant, c'est la trajectoire. La trajectoire, elle est plus que croissante, elle est limite exponentielle. On prévoit un doublement à l'horizon 2029. Donc, si on y prend garde, eh bien, on risque d'avoir de très fortes déconvenues, à la fois sur le plan énergétique et aussi sur le plan environnemental. Avant de passer la parole à Olivier, je vais me tourner vers Arnaud qui doit être en ligne avec nous et qui doit avoir des compléments à nous apporter, quelques chiffres pour préciser un petit peu le tableau esquissé par Julien il y a un instant. Est-ce qu'on a Arnaud avec nous? Ouais, je suis là, vous m'entendez? Oui, parfait. Bonjour à tous déjà. Merci de m'avoir invité. Oui, je voulais juste compléter cette problématique des métaux par une vision globale de la problématique. On est dans un monde où quasiment tous les secteurs vont avoir besoin de métaux à l'avenir pour décarboner l'économie. Donc déjà, le secteur de l'énergie, quand on parle d'électricité, si on veut plus faire d'électricité à base de charbon ou de gaz et qu'on veut le faire à base d'ENR, les ENR ce sont des métaux. Les éoliennes c'est fait à base de métaux, les panneaux photovoltaïques c'est fait à base de métaux. La même chose pour les voitures, si on veut remplacer le gasoil et l'essence par l'électricité, eh bien il faut faire des batteries, et les batteries c'est du lithium et du cobalt, c'est des métaux. En fait, l'industrie au global mondiale va avoir un besoin croissant de métaux, dont le numérique. Et il y a une vraie question sur la concurrence intersectorielle
qui va se poser très très vite entre tous ces besoins. Pour vous donner une idée de chiffre, d'ici à 2050, on va avoir besoin de 3 fois plus de cobalt, 2 fois plus de nickel, mais 26 fois plus de terres rares et 35 fois plus de lithium. Donc ça pose plusieurs problèmes. Le premier que vous avez cité, c'est les impacts écologiques pour aller chercher tout ça, parce que les métaux, eh bien, moins il y en a, plus il faut creuser fort et profond, et plus il y a des impacts environnementaux et sociaux. Et puis ça pose un problème industriel, c'est qu'aujourd'hui, les projections montrent qu'on n'a pas mondialement les capacités industrielles à aller chercher autant de métaux pour 2050. Quand on regarde les courbes, en fait, on voit qu'à partir de 2025-2026, le lien entre besoin et capacité de production commence à décrocher. Et 2030, les capacités industrielles sont à peu près à 50% de la demande. Donc il y a déjà des alarmes au niveau de l'Europe, parce que l'Europe, la transition énergétique de l'Europe se base beaucoup sur des scénarios métalliques, et Eurométaux, avec l'université de Louvain, a publié un rapport récemment pour dire que effectivement, à partir de 2030, on risquerait d'être en pénurie, et que les scénarios bas carbone de l'Europe sont déjà peut-être déjà compromis. Donc l'équation quelque part numérique là-dedans, ça se pose en termes d'arbitrage finalement intersectoriel. Le jour, et ce jour va arriver relativement vite, où on va se poser la question de qu'est-ce qu'on construit. Est-ce qu'on construit des éoliennes, des voitures ou des data centers? Qu'est-ce qu'on choisit? Et bien aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance en fait pour traiter de ce type de débat. Et on pense, nous, au Shift, qu'il serait temps de se poser la question, en tout cas grand temps, puisqu'on parle de 2030, c'est demain. Merci Arnaud. Olivier, est-ce que tu penses que effectivement cette compétition intersectorielle, c'est un des grands enjeux de l'avenir dans un scénario économique global? Tu as donné une excellente interview au magazine du Printemps de l'économie, je vous invite tous à lire, où tu parles d'une vague d'électrification massive qui est intégrée par aujourd'hui les marchés, les investisseurs, comme étant le futur de la croissance. Alors effectivement, là je souscris à ce qu'a dit, pardon j'ai oublié le Arnaud juste à l'instant. C'est un implicite, et j'allais dire quelque part, la question de la scénarisation de ce que serait la trajectoire bas carbone ne se pose pratiquement pas, tellement l'histoire est écrite. Elle est écrite dans le sens où c'est un scénario qui fait passer en premier, on va dire le projet digital a pris le dessus sur tout le reste. Il aurait un implicite qui est une électricité bas carbone à base de renouvelables et qui doublerait ou triplerait sa capacité pour pouvoir absorber l'ensemble des besoins. Et effectivement, quand on additionne à la fois les besoins en matériaux liés au développement du digital, du numérique lui-même, plus les besoins de matériaux liés à ce programme implicite d'électrification massive, on a une impasse. On a une impasse sur laquelle les marchés ferment les yeux. On nous raconte comme c'est... Alors c'est ça aussi le danger du digital. C'est un lieu de narration et de mythification. C'est-à-dire, quand on vous dit digital, et c'est pour ça que c'est très important, tout ce qui a été dit avant, c'est-à-dire, on nous vend le virtuel. Le virtuel, c'est-à-dire, ce serait du vent, ce serait des univers parallèles, du métaverse, ce serait de la croissance illimitée, ce serait quelque chose qui, quelque part, n'est pas borné, et qui, par rapport à un monde matériel qui serait fini, offrirait au capitalisme un nouvel espace de déploiement infini. Et dès que l'on retombe sur cette dimension, ce socle matériel du digital et du projet énergétique supposé compatible avec, c'est celui que Musk a développé dans le Tesla Investor Day l'autre jour. C'est un projet à la fois, c'est du gigantisme absolu et c'est de l'extractivisme massif. C'est quelque chose... Alors, ça ne veut pas dire que l'agenda bas carbone n'est pas tenu complètement. Je veux dire, quelque part, il peut peut-être se réaliser à 50%. Vous avez des phénomènes d'inflation et de rareté massifs derrière. Vous avez des crises et pas mal d'éléments chaotiques. Tout ça n'est pas décrit.
Mais malheureusement, cette histoire, elle est en train de se dérouler parce qu'au fond, les choix d'investissement aujourd'hui, c'est ce qu'il faut bien voir. Alors on parle de greenwashing, de ceci, etc. Mais aujourd'hui, les grands choix d'investissement sont entre les mains de fonds de gestion qui aujourd'hui survalorisent quelques entreprises pivots que sont les GAFAM et qui ont le design de cette économie en tête. Et qui, quelque part, sont des... Il faut le dire aussi, derrière des industries numériques, il y a un pouvoir marketing considérable qui consiste à tous les étages à nous dire si vous ne le faites pas, vous êtes mort. Une entreprise qui ne fait pas sa conversion est morte. Et dès que vous commencez à mettre un engrenage dans le digital, vous créez de nouveaux besoins, vous superposez. Ce sont des besoins additifs. C'est-à-dire que dès que vous mettez, vous basculez dans le digital, eh bien, il faut s'occuper de la maintenance, et puis il faut s'occuper de la sécurisation des systèmes, et puis vous réalisez bientôt qu'il va falloir recruter des data scientists parce qu'au fond, derrière cet amoncellement de data, vous avez besoin pour absorber cette quantité phénoménale d'informations d'un chat GPT qui quelque part n'est qu'un moyen de compiler supplémentaire, de nous aider à mobiliser cette information diverse enfin bon, voilà, je m'arrête là, mais voilà, c'est très important de dire, ce scénario, il est à la fois écrit et il est chaotique et il n'est pas réalisable complètement. C'est-à-dire, voilà, si vous prenez les uns les autres, vous vous dites, bah, le digital, on nous fait le procès constamment que bientôt il va émettre plus que l'automobile, ok ? Donc c'est dangereux. Oui, mais c'est pas si grave parce que ça marche sur l'électricité. Si de l'autre côté, on tient l'objectif électricité zéro carbone, bah ça passe. Ben non, ça passe pas. Alors, si les marchés ne voient pas, pour ne pas dire restent aveugles face à ce problème, face à cette impasse, est-ce que c'est pas aussi qu'il y a un problème de mesure? Julien, c'est le troisième point qui ressort de ta note où tu expliques que finalement, on les mesure assez mal, ces effets. Effectivement, on les mesure assez mal. Alors dans la note, je fais un point focus sur deux méthodes de mesure. La première consistant à essayer de mesurer en fait l'impact carbone du numérique à travers les émissions, qui est plutôt en fait la méthode qui est en train de s'imposer un peu partout de façon universelle en fait, parce que c'est aussi peut-être la plus simple et la plus commode. Et puis je rappelle quand même dans cette note effectivement qu'il existe d'autres méthodes, notamment une qui s'appelle MIPS. MIPS, c'est Material Input Per Service Unit. En fait, c'est une autre philosophie, et je voudrais juste prendre une minute pour expliquer. Dans cette deuxième philosophie, on essaie plutôt de voir ce que une activité de production peut produire en matière de carbone et d'émissions de gaz à effet de serre. On essaie plutôt de comprendre dans quelle mesure la production de ce que l'on a à produire, fût-ce du numérique, a demandé comme ressources. Quelles sont les ressources dont on a eu besoin, matérielles et énergétiques, pour pouvoir produire ce qu'on a à produire avant même que cette production ait émis quoi que ce soit en matière de gaz à effet de serre. Et cette deuxième méthode, qui est nettement plus robuste sur le plan scientifique, qui est aussi en lien avec ce que l'on sait en fait depuis les années 70, qu'il ne peut y avoir de croissance infinie dans un monde fini, parce que le nombre de ressources est de toute façon limité et qu'à un moment donné, les conflits d'usage à périmètre constant vont apparaître. Arnaud et Olivier en ont parlé. En fait, ce choix de choisir la mesure de l'émission de CO2 plutôt que des méthodes telles que MIPS, il n'est pas neutre. Il n'est pas neutre du tout. Il y a probablement une volonté derrière manifeste de regarder uniquement ce qu'on sait un peu mieux faire, c'est-à-dire regarder ce qui est produit, et de toute façon nos activités sont productrices par essence, plutôt que de regarder finalement ce que l'on prélève de façon complètement irrécouvrable de nos ressources, parce que ce sont surtout des ressources non renouvelables dont on est en train de parler, avec un stock limité. Et dans un cas comme dans l'autre, on a des trous dans la raquette qui sont assez monstrueux, il faut bien l'admettre, parce que on est souvent dans des approximations, parce que les méthodes de mesure ne sont pas toujours très robustes, parce qu'il y a un problème de sincérité des données dont disposent les scientifiques aujourd'hui, parce qu'il y a un niveau d'opacité aussi qui est très fort, parce que toute cette
production qui est mondialisée, qui passe par des phénomènes de sous-traitance en cascade sur des marchés qui sont très différents, avec des réglementations différentes, sur des continents qui sont différents, finalement ne laisse pas toujours des traces qui nous permettent derrière de faire une mesure qui soit effective et efficiente, tout ça en fait contribue à une certaine opacité qui fait qu'on peut aujourd'hui émettre une hypothèse qui est tout sauf forte, qui est de dire que non seulement on mesure une trajectoire de l'impact environnemental du numérique, puisque c'est la question qui nous est posée aujourd'hui, qui est déjà très forte, mais on peut émettre cette hypothèse qui est tout sauf forte, qui en plus de ça, c'est sous-estimé. Parce qu'on a fait un choix d'une méthode d'analyse qui nous convient mieux, qui est plus commode, qui convient mieux au marché, et aussi parce que, encore une fois, on a un problème d'opacité et de sincérité des données. Je vais passer la parole à Arnaud qui peut nuancer un petit peu ce point de vue sur les mesures. Arnaud, je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, je vous entends toujours. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fond de ce qui vient d'être dit. Par contre, sur la mesure, je pense qu'il faut faire attention quand on dit qu'on ne sait pas bien mesurer, parce que ce sont justement des arguments qui sont mis en avant par certains acteurs pour dire on ne va pas agir maintenant parce qu'on n'est pas sûr. On a des biais méthodologiques qui font que quand je fais une mesure d'une entreprise et une autre, ça ne converge pas forcément. J'ai des référentiels qui s'améliorent quasiment tous les jours, mais qui n'étaient pas encore très fiables il y a encore quelques années. Et ça, ce sont des prétextes à ne pas agir, en fait. Or, aujourd'hui, on a assez... Alors, côté impact gaz à effet de serre, on a assez de données et de méthodes d'évaluation pour avoir une bonne idée, soit macro au niveau planétaire, parce qu'en fait, la plupart des études universitaires convergent, elles n'arrivent pas exactement au même chiffre, mais l'ordre de grandeur et les dynamiques derrière sont à peu près équivalentes. Et puis au niveau des entreprises, on a aussi des valeurs qui sont, on va dire, fausses à, je sais pas moi, 30-40%, mais ce qui est important, c'est d'avoir l'ordre de grandeur, la dynamique derrière, et être capable de décider des actions pour mettre cette dynamique sous cloche. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on a assez d'outils, de mesures pour agir, et c'est bien ça dont il s'agit quand même, au premier lieu. Et puis pour la comparaison entre MIPS et CO2, effectivement, si le MIPS a un avantage, c'est que se concentre sur l'aspect finitude des ressources, ça a été dit. Une des problématiques, c'est qu'on a du mal à mesurer finalement cette limite en ressources, parce que on peut très bien arguer que tant qu'il y aura un microgramme de lithium quelque part dans la goutte terrestre, on va toujours avoir les moyens d'aller le chercher quelque part. Et donc on a du mal à mettre un plafond en fait en termes de ressources, parce que ce qui reste comme ressources, c'est les fameuses cloches en L, comme des formes de Gauss, là les pics, comme on connaît les pics pétroliers, on a le même pic sur les métaux, mais il y a vraiment des débats d'experts sur à partir de quand on ne pourra plus aller chercher. Tandis que le CO2, en fait, on a des limites qui nous sont données, c'est-à-dire que les accords de Paris nous disent, voilà, il ne faut pas dépasser 1,5 degré, et 1,5 degré, c'est tant de tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère, donc on arrive mieux à se projeter en fait entre ce qu'on est en train d'émettre et ce qu'on ne devrait pas dépasser. Donc voilà, c'est pas... La mesure en termes de gaz à effet de serre, elle n'est pas parfaite, mais elle a quand même pas mal d'avantages. Et puis, il faut bien voir aussi qu'il y a une corrélation très forte entre CO2 émis et MIPS et eau consommée et autres impacts de ressources. Ce qui fait que quand on regarde les études, par exemple, il y a la dernière étude de l'ADEME-ARCEP, qui est une étude qui se projette en 2050, et qui dit en gros qu'on va sûrement tripler notre impact du numérique d'ici 2050. On voit que les autres impacts en fait suivent la même courbe. Donc quelque part, dans la plupart des cas, c'est pas vrai pour tout, mais dans la plupart des cas, le gaz à effet de serre est quand même un bon proxy pour mesurer la croissance ou la décroissance le jour où on y arrivera. Par contre, ce qui est vraiment important, je finirai là-dessus, c'est qu'on ne sait pas mesurer, c'est les impacts induits, en fait, les impacts indirects induits par le numérique de façon indirecte. S'il y a beaucoup de rapports sur l'impact direct du numérique sur l'environnement,
les apports potentiels du numérique, ou au contraire d'ailleurs, hein, ce que le numérique favorise comme dégâts environnementaux, je dirais qu'ici on est un petit peu dans le vide parce qu'il n'y a pas de méthodologie normée pour le faire et il n'y a pas de rapport clair sur le sujet. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est quand on regarde les rapports macro, je vais juste en citer deux. Hein. Je vais vous citer le rapport du GIEC parce qu'il est très connu, c'est la première fois que le GIEC écrit quelques lignes sur le numérique. En fait, le GIEC dit on n'a pas d'éléments scientifiques pour dire si oui ou non le numérique est un facteur important pour la transition écologique. On vit dans une certaine croyance et on retrouve dans pas mal de textes le fait que le numérique est essentiel à la transition. On voit on lit des études sur, je sais pas moi, la Smart City par exemple, mais tout ça ne repose finalement que sur des croyances parce que on n'a pas vraiment mesuré le coût versus l'apport, parce que, un, c'est très complexe, deux, ça dépend de beaucoup de conditions. Et pour revenir à la Smart City, par exemple, en fait, il y a une étude qui a été faite en 2018 par l'Université du Danemark qui dit que dans la plupart des scénarios, le rapport coût-bénéfice est plutôt en défaveur de la Smart City, par exemple. Et tout ça, d'ailleurs, ne prend pas en compte une fois qu'on l'a construit, cette Smart City, si on peut la construire, parce que c'est assez compliqué, ça ne prend pas en compte l'aspect résilient, c'est-à-dire que si on a construit une Smart City hyper connectée à base de métaux et qu'en 2040 on n'a plus de métaux, comment on entretient et comment on fait fonctionner cette Smart City. Donc tout ça amène vraiment à des grands questionnements sur quel est le vrai impact induit par le numérique, sachant que d'une part, le numérique c'est un facteur d'efficacité de l'économie, et on est surtout dans une économie assez destructrice, hein, l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans ses grandes lignes, c'est j'extrais, je transforme et je jette, donc le numérique là-dedans va quelque part avoir tendance à accélérer en fait cet impact environnemental, et puis de l'autre côté, les potentiels apports du numérique sur des usages qui seraient bénéfiques, eh bien on ne les maîtrise pas bien, et je crois que dans ton papier, justement, tu citais peut-être l'étude de l'ADEME sur le télétravail, eh bien, on se rend compte que le télétravail, c'est plus ou moins bénéfique en fonction de si on prend la voiture, pas la voiture, si on chauffe chez soi au gaz versus on chauffe au bureau à l'électricité. Enfin, il y a tellement de paramètres qu'il est très compliqué de dire oui ou non, le rapport coût-bénéfice est en faveur du numérique. Alors à ce propos, d'ailleurs, je crois qu'il y a un groupe de travail qui s'est monté à l'Europe avec des scientifiques et quelques personnes du chiffre pour essayer de décider d'un cadre méthodologique commun pour essayer justement de mesurer ces impacts induits. Et l'exercice est assez complexe. Merci Arnaud. Julien, je crois que tu voulais réagir notamment sur la mesure des effets indirects. Non, ça demande un mot. Effectivement, je souscris complètement à ce que vient de dire Arnaud. Les effets indirects, en fait, c'est de très loin ce qu'il y a de plus difficile à observer, si tant est que ce soit observable et mesurable. Mais effectivement, dans la note, je donne un exemple simple qui est à la portée de la compréhension de n'importe qui. Le télétravail, on est tous d'accord qu'il y a une accélération du télétravail, que cette accélération du télétravail est permise grâce à la pénétration des outils numériques, l'Internet très haut débit, l'ordinateur et les services numériques qui vont avec. Et en fait, il n'y a pas une seule étude scientifique aujourd'hui qui est capable de dire de façon inattaquable que le télétravail est plutôt quelque chose qui va en faveur de l'amélioration des conditions environnementales ou en défaveur de celles-ci, tout simplement parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas mesurer. Effectivement, d'un côté, si on allait très vite en besogne, on pourrait dire le télétravail c'est génial parce que ça permet de supprimer les trajets réalisés parfois par des moyens carbonés entre le domicile et le travail. Sauf que ce qu'on arrive moins à voir, c'est qu'est-ce qui se passe chez tout un chacun lorsqu'il est en télétravail. Quelles sont les consommations additionnelles qui n'auraient pas eu lieu si cette personne était physiquement s'était rendue à son travail. Puis le lieu qu'on appelle l'entreprise, qui est une unité de lieu, elle a aussi cela d'intéressant, c'est qu'elle permet de centraliser notamment la consommation énergétique. Là, avec le télétravail, c'est une décentralisation de la consommation énergétique qui ne permet pas les mêmes économies d'échelle non plus. Donc il faut faire très très attention parce qu'effectivement, sur quelque chose d'aussi simple que le télétravail qui s'impose un petit peu à nous, on n'est pas capable effectivement d'avoir un avis absolument tranché sur le plan scientifique. Merci Julien. On va passer au quatrième point qui ressort de ta note, c'est celui de la responsabilisation des entreprises de la tech. Et tu écris que là aussi il y a une contradiction, cette responsabilisation elle est d'autant plus compliquée que la surconsommation est finalement au cœur de leur modèle. Bon, on va peut-être faire réagir Olivier sur ce point-là. Tu es d'accord avec ça sur
cette difficile responsabilisation des entreprises de la tech? J'aimerais bien ne pas être d'accord, histoire d'introduire un petit peu de controverse. Mais je me situe à cheval entre les deux questions, en fait. Bon, c'est quand même la première, j'allais dire, révolution technologique qui a des impacts extrêmement ambigus en termes de productivité. Et pourquoi est-ce qu'elle a des impacts ambigus en termes de productivité? Précisément parce qu'à tous les niveaux, elle repose sur une forme d'addiction, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être de la surconsommation. En tous les cas, enfin, je peux même reprendre les 3 questions, mais il y a un fait qui est objectif, c'est que ça mobilise de l'emploi. C'est vrai que si on regarde la France, ce que tu disais, il y a un enjeu économique, il y a un enjeu d'emploi qui est clair. En termes d'efficacité, ça l'est beaucoup moins. Et alors, il y a une dimension marketing que j'évoquais, c'est-à-dire effectivement, et puis l'effet d'engrenage dont j'ai parlé. Pour moi, en fait, quelque part, on a un exemple sous le nez depuis 30 ans de ce que signifie la transition digitale pour une économie, et on est en train aujourd'hui de la faire basculer dans le domaine des biens et des services. Ça a été la transformation de la finance dans les années 80-90. Si vous prenez le système financier, années 80-90, on aurait pu dire, avec le digital, ça va faire disparaître toute une série d'emplois, de métiers, ça va automatiser des tas de trucs. C'est exactement comme ça aujourd'hui qu'on aborde la question digitale. Ça va détruire tant d'emplois. Bon, c'est pas du tout ce qu'on voit dans les faits. Il y a au contraire une totale déconnexion aujourd'hui. Il y a l'emploi, je vais dire, s'épaissit. Il ne faut pas craindre plus que ça ChatGPT pour nos emplois, par exemple. Il y a toujours, c'est un peu le piège. Moi, j'ai toujours peur d'être d'une autre génération, donc, mais j'ai vécu autant le digital comme un progrès que comme une astreinte. C'est-à-dire que quelque part, il y a une densification de nos temps de travail, quel que soit le domaine. Et donc, effectivement, il y a cette espèce de lien ambigu qui fait qu'on a beaucoup de mal à interpréter effectivement constamment des effets rebonds, des besoins supplémentaires, de la surconsommation, un impact très ambigu en termes de productivité, d'efficacité du système, et puis également d'autres dimensions, c'est-à-dire ce qu'on oublie, c'est que le digital est chronophage, très chronophage. Dans sa phase gratuite, elle ne cesse de pomper du temps humain qui est rare, et il y a des conflits d'usage du temps évidents et qui posent d'énormes problèmes. Donc voilà, on n'est même pas sûr d'avoir une transformation efficace du point de vue économique. Et ce que l'on sait, c'est que le modèle biphase de beaucoup d'industries numériques a tendance enfin a un intérêt en tous les cas, à développer des usages et des addictions d'un côté pour au fond extraire de la valeur sur sa face payante. Bon, je ne veux pas aller plus loin, mais effectivement, c'est pas une transformation de l'économie qui est simple à interpréter, et il faut le dire, depuis le début, nous ne cessons de dire des erreurs autour de cette transformation. Les économistes en premier. En tout cas, ce qui est clair, moi je suis arrivé à un simple constat, c'est la seule chose que je puisse dire avec certitude, le digital n'est pas une automatisation des tâches intellectuelles. Voilà. Tout ce qu'on a pu dire autour de ça, ça ne tient pas, ça ne se passe pas comme ça. Et pour reprendre donc l'exemple de la banque, qu'est-ce que ça a fait, le digital? Ça a développé des transactions, notamment à l'intérieur du système, des transactions interbancaires, des transactions intermédiaires. Ça a fait exploser le métabolisme pour un service rendu qui n'a pratiquement pas changé par rapport à ce qu'il était. Et donc voilà, on a l'exemple. Et donc effectivement, c'est très inflationniste. Et donc on revient sur la question de l'impact indirect. C'est-à-dire, ce que l'on sait, c'est que derrière le digital, la première chose que ça produit, c'est une avalanche de transactions. Et quand vous prenez aujourd'hui les plateformes, l'effet indirect, c'est de faire de la gestion du dernier kilomètre et de la livraison à domicile. Cette livraison à domicile, je ne sais pas si elle est plus ou moins efficace que le fait d'aller chercher soi-même avec sa bagnole ou à pied sa marchandise. Au fond, sauf qu'on peut se dire que prise en charge par des entreprises, on fait des progrès. Enfin, c'est une incitation à en faire plus.
C'est-à-dire, on peut se dire qu'à partir du moment où c'est pris en charge par des grandes plateformes, on va changer d'échelle. Et ce que l'on faisait en tant qu'individu, même dans des grands centres commerciaux, très probablement prise en charge par des organisations qui veulent optimiser cette séquence-là, va certainement produire quelque chose de plus, ce qu'on appelle les effets rebonds. Voilà. Et ça, c'est tout ce que l'on voit à chaque fois. C'est-à-dire, je ne sais pas mieux l'analyser que ça, je ne fais que constater que je regarde la finance, que je regarde aujourd'hui les plateformes, il y a toujours du plus et de la transaction en plus. Mais est-ce que, en t'écoutant, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas l'enjeu de l'utilité, simplement, des différentes innovations, des différentes applications numériques qui vont se poser à un moment, puisqu'on a compris qu'il allait y avoir une compétition intersectorielle, est-ce qu'à un moment, la puissance publique ou autre ne va pas dire ok, si vous développez des systèmes d'intelligence artificielle pour détecter les cancers, en revanche, pour des gadgets connectés, ça peut être carrément interdit, on va réserver les matériaux en fonction d'une utilité plus importante. Non mais c'est un scénario comme ça qu'on peut imaginer. Bon, personnellement, je n'y crois pas. C'est-à-dire, je ne crois pas à ce type de réglementation sur les usages. Bon, je le crois plus possible. Enfin, bon, ce que j'ai cité dans l'interview, c'est on peut débattre, par exemple, des crypto-monnaies. Et du coût associé au minage derrière les crypto-monnaies. Une crypto-monnaie, aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est un instrument de transaction et une sorte de monnaie parallèle qui permettrait de développer justement de nouvelles transactions sur le métaverse, etc., et d'ouvrir des potentialités avec une monnaie sur laquelle les États n'auraient plus le pouvoir souverain, et donc que ça ouvrirait des possibilités extrêmes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, une crypto-monnaie, c'est un super actif que même les plus grands spéculateurs n'auraient jamais pu imaginer. C'est une gamme de risques inconnus qui rend totalement has-been la spéculation sur les actions, ce qui paraissait en haut de l'édifice. Et j'ai de dire qui, normalement, ne devrait s'adresser qu'à des hyper riches qui peuvent jouer, on va dire, à la loterie sur 1% de leur fortune, sur ce type d'actifs qui peuvent avoir des multiples de 500 ou de 1000 ou de 2000 en l'espace de quelques... Voilà. Donc, bon, est-ce que cette innovation, vu le coût et l'impact écologique, le fait qu'elle ne rend pratiquement pas service du point de vue de la transaction, que son utilité sociale à ce stade, à part satisfaire quelques spéculateurs extrémistes, ou cinglés, illusionner certains usagers, certaines personnes qui veulent jouer, dans ce cas-là, qu'on en reste aux loteries habituelles, c'est peut-être aussi bien. Voilà. Mais oui, effectivement, je pense que là, on peut, effectivement, mais au-delà, je pense que le pouvoir réglementaire est limité. Julien, tu veux ajouter quelque chose, peut-être nous donner une analyse plus proche de l'entreprise, après cette vision plus macroéconomique d'Olivier. Tu es un spécialiste de stratégie d'entreprise et justement, ces comportements de création de dépendance, c'est au cœur des modèles d'affaires aujourd'hui des entreprises de la tech. Effectivement, je n'enlèverai pas une virgule à la démonstration d'Olivier, j'y souscris complètement. Et pour rebondir sur ta question, Thibaut, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entreprises numériques ne peuvent pas se responsabiliser par elles-mêmes. Ça, c'est un mythe. C'est un mythe parce que, effectivement, sur le plan de l'analyse stratégique de leurs activités, elles sont consubstantiellement, c'est pas facile à dire, consubstantiellement incitées à nous faire surconsommer, que ce soit des produits ou des services numériques. Alors je ne vais pas rentrer dans des grandes démonstrations techniques, tout est expliqué dans la note sur laquelle on se base aujourd'hui, mais juste en un mot, c'est que bon, bah, voilà, si je synthétise vraiment à l'extrême, quand vous êtes une entreprise de la tech, soit vous vendez du hardware, soit vous vendez du software, soit vous vendez les deux. Si vous vendez du hardware, en fait, globalement, vous êtes très incité à vendre la technologie pour elle-même. C'est ce pourquoi on vous finance. C'est ce pourquoi vous avez une activité de production, c'est ce pourquoi vous vous battez pour pouvoir tout simplement rémunérer vos salariés et vos actionnaires. Donc si vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des objets aussi incongrus que des frigos connectés, des brosses à dents connectées, des peignes connectés et des grille-pains connectés, il ne faut pas chercher plus loin. C'est parce qu'effectivement la connectivité devient un argument marketing pour nous pousser en fait à renouveler nos équipements plus rapidement que ce qu'on l'aurait fait de manière naturelle. Et sur la partie service, c'est un peu la même chose.
On est dans des industries qui sont soumises à des effets de réseau, qui font que, in fine, il y a une tendance naturelle à ce qu'il y ait un leadership qui s'installe et qui reste généralement installé durablement dans le temps autour de 1, 2, 3 solutions numériques. Regardez ce qui se passe dans le marché du streaming audio, regardez ce qui se passe sur le marché des moteurs de recherche, regardez ce qui se passe sur le marché de l'intelligence artificielle ou des jeux vidéo. Globalement, on a des acteurs dominants et il est très difficile, une fois qu'ils deviennent dominants, de les en déloger. Et ces acteurs-là, ils ont tout intérêt de profiter de leur domination pour vous amener à consommer davantage de leurs services, parce que tant que vous consommez leurs services, non seulement ils arrivent à vous monétiser, directement ou indirectement, mais surtout, vous n'avez pas le temps de vous intéresser à la solution concurrente qui pourrait émerger par ailleurs. Parce qu'on n'a pas le don d'ubiquité lorsqu'on est consommateur numérique. Quand vous regardez quelque chose sur Netflix, vous n'êtes pas en train de regarder ce qui se passe sur Amazon Prime Video ou Disney+. Quand vous êtes sur TikTok, vous n'êtes pas en même temps sur Instagram et sur Facebook. Et ça, les acteurs numériques l'ont bien compris, et c'est la raison pour laquelle ils travaillent d'arrache-pied avec des méthodes qui sont issues des neurosciences pour faire en sorte qu'à partir du moment où vous êtes rentré dans leur écosystème, ils captent le plus durablement possible votre attention, parce que cette attention, pour eux, c'est de l'argent et c'est aussi une puissance de feu stratégique de long terme. On va passer au dernier point qui ressort de ta note, Julien, et justement ça fait le lien avec ce qu'on a dit, c'est l'enjeu de la régulation, puisque il ne faut pas compter sur les entreprises pour se discipliner elles-mêmes. Il va falloir donc qu'il y ait une autre entité ou institution qui s'en charge. Alors ma première question, c'est à quelle échelle, et ma deuxième, c'est qui, simplement. Tu parles d'état stratège notamment, qui est une notion qu'on n'avait pas entendue depuis longtemps. Et une notion qu'il va falloir très rapidement remettre au centre du jeu, si tu veux mon avis, Thibault. En tout cas, pour les problématiques qui nous concernent aujourd'hui, ça me paraît essentiel. Non, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça nous soumet à de nouvelles dépendances. On est dépendant sur le plan géostratégique, tout simplement d'États qui ont la main mise sur l'extraction et le raffinage de certains métaux qui sont absolument essentiels pour la numérisation de la société, mais aussi pour l'électrification de celle-ci. Sur ces métaux-là, on est preneur de prix, hein, donc on a une dépendance économique en plus de cette dépendance géostratégique, et puis on a une dépendance environnementale, parce que finalement, dans un univers où on a un réchauffement climatique et global, on dépend aussi des énergies qui sont, et de la nature de l'énergie, qui sont utilisées pour pouvoir extraire ces métaux et les mettre ensemble pour produire tout ce qu'on a à consommer en matière numérique. Donc on est face à des niveaux de dépendance qui font que la régulation doit quelque part revenir au centre du jeu. Alors il y a deux niveaux en fait à mon sens, en tout cas ce sont les deux niveaux sur lesquels je travaille dans le cadre de cette note. Il y a une régulation qui doit se faire au niveau des entreprises de façon à les inciter à avoir des comportements vertueux qu'aujourd'hui elles n'ont pas. L'Europe a déjà fait beaucoup de choses en la matière, la France aussi, on a mis en place des directives européennes autour des batteries, une directive ROS aussi autour de l'éco-conception, sur la limitation des intrants chimiques dans certains produits, notamment des produits numériques. On a mis en place aussi des lois et des directives qui contraignent un petit peu le comportement de certains acteurs pour les inciter à faire moins d'obsolescence programmée, ce genre de choses. Donc on a déjà un arsenal législatif qui se met en place, qui n'est pas suffisant, mais de manière générale, on voit très bien cette réglementation qui va se mettre en place petit à petit autour de systèmes de bonus-malus qui vont viser à modifier les comportements pour que les entreprises soient plus vertueuses demain qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ça, c'est le premier niveau d'action, mais effectivement, il y a un deuxième niveau d'action qui est l'état stratège qui doit prendre compte de toutes les dépendances qui sont les nôtres aujourd'hui, que j'ai essayé d'énumérer en quelques mots il y a 2 minutes, pour mettre en place les investissements, les véhicules d'investissement qui font que demain, on dépendra moins de ces éléments-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être créer des véhicules d'investissement qui permettent la mise en place de filières de recyclage à très grande échelle au niveau européen pour moins dépendre des métaux qui viendraient de l'extérieur, au bilan environnemental en plus absolument désastreux, mais également au bilan humain désastreux. C'est peut-être aussi investir massivement, et c'est en train d'être fait, pour relocaliser la production de microprocesseurs de façon à moins dépendre des microprocesseurs venant de l'étranger, avec les risques
économique, mais également de cybersécurité qui se pose à travers ça. Donc il y a toute une réflexion d'ensemble à avoir, et ça se joue à deux niveaux. Il y a la réglementation qui va viser à modifier les comportements, à la fois des consommateurs, à la fois des entreprises, et il ne faut rien s'interdire. Évidemment, tout ne sera pas fait, mais il ne faut rien s'interdire, y compris peut-être revenir sur le principe de neutralité du net, et de l'autre, avoir une réflexion beaucoup plus macro pour essayer de réduire ces dépendances qui, aujourd'hui, en fait, sont déjà en train de nous étrangler. Avant de laisser le mot de la fin à Olivier Passet, je me tourne une dernière fois vers Arnaud Guéguen. Arnaud, comment est-ce qu'on peut articuler ces enjeux de souveraineté avec celui des ressources, qui ne sont pas forcément sur notre sol, mais aussi sur les usages, puisqu'on se sert on utilise des services qui sont proposés par des entreprises qui sont loin d'être toutes françaises. Sur cette question de réduction des dépendances, il y a un moment, quelle que soit la stratégie, on est toujours confronté à cette même problématique des ressources. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple de la production de microprocesseurs qui a été cité là. Les microprocesseurs, de toute manière, même si on relocalise en France, et il y a une usine ST Microelectronics qui va se développer là en Isère, les métaux, on les a pas sur le sol, donc on reste dépendant de la filière minière. Et puis, il faut bien savoir que pour fabriquer des microprocesseurs, il faut beaucoup d'eau. Et donc, on est dépendant de notre de nos ressources en eau. On l'a vu donc là récemment avec les méga-bassines, je pense que tout le monde l'a vu. Aujourd'hui, on a déjà des manifestations en Isère contre la monopolisation par ST Electronics des nappes phréatiques de la région. Donc, on peut le prendre, en fait, la problématique de toutes les manières, on est toujours confronté avec cette limitation des ressources qui sont soit pas chez nous, et si elles sont chez nous, de toute manière, de façon limitée. Et le recyclage, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire sur le recyclage, mais de toute manière, le recyclage, on est aussi confronté à des certaines limites physiques. C'est-à-dire que certains métaux, comme encore les fameux métaux rares, par exemple, physiquement ne peuvent pas être recyclés. Je crois que le taux de recyclage est autour de 1%. Donc, à un moment donné, cette stratégie de relocalisation va aussi amener ses limites. Et donc, si elle amène ses limites, eh bien, ça va reposer le problème, encore une fois, sur les usages. Si à partir du moment où quand on va constater qu'on ne va pas être capable de bénéficier de tous les usages du numérique, dont ceux qui venaient d'être cités. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté. J'ai un fils de 15 ans, il peut faire du Netflix et du TikTok en même temps, et du chat. Juste, c'est possible. Eh bien, il va falloir à un moment choisir. Et comment choisir? Eh bien, ça, c'est un débat de société. Et le rôle de la régulation, il va se poser. Alors, je suis d'accord avec Olivier, on ne va pas pouvoir tout réguler, mais par contre, on a vu quand même le régulateur agir en réaction. Si on regarde ce qui s'est passé, par exemple, pendant le Covid, pendant le premier confinement, d'un seul coup, la France s'est mise à télétravailler du jour au lendemain. Donc la question de l'ARCEP, c'était est-ce que les réseaux vont tenir? Et pour que les réseaux tiennent, en fait, ce qu'a demandé le régulateur, c'est qu'entre 8h et 20h, il n'y ait pas de streaming en vidéo en haute définition, par exemple. Donc le régulateur a imposé comme ça un usage, c'est-à-dire pas de haute définition, que de la basse définition, pendant les heures de bureau. Et grâce à ça, en fait, le réseau a tenu et, quelque part, on a pu télétravailler et faire continuer à tourner l'entreprise France. Donc on voit bien que le régulateur, même s'il n'a pas conscience tout de suite de son rôle à jouer dans l'avenir, il est capable de réagir là aux événements. Il y a d'autres exemples. Je crois qu'au UK, par exemple, il y avait une contrainte post-Covid sur les microprocesseurs et le UK a priorisé finalement la filière médecine par rapport aux autres. Donc pareil, c'est en réaction. Mais on sent ces prémices en fait. On sent ces prémices où le régulateur vient ici pour arbitrer entre là et là, et on est qu'au début. Il se peut que sa place prenne de plus en plus d'importance. Et je rebondis sur les cryptos.
la Commission européenne avait proposé une loi sur les cryptos il y a un peu moins d'1 an, je crois. Alors sur les cryptos, enfin les blockchains, il faut savoir qu'il y a 2 types de blockchains. Hein, c'est un peu comme les chasseurs, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Voilà, il y a les blockchains qui consomment énormément d'énergie, il y en a qui consomment relativement peu par rapport aux autres. Et donc l'Europe avait proposé d'interdire sur son territoire le minage à blockchain de proof of work, en gros le Bitcoin. Mais malheureusement, c'est pas passé. Et voilà, il y a quand même beaucoup d'exemples qui émergent comme ça, petit à petit, sur le rôle du régulateur dans notre monde numérique. Merci beaucoup Arnaud. Olivier, je te laisse conclure en 1 minute sur peut-être le bon et le mauvais numérique. Oui, je peux faire le sketch du bon et du mauvais numérique. Non, mais ce que l'on voit, bon, c'est le mot de la fin, évidemment, il n'y a pas de mot de la fin, malheureusement. Sur cette question-là, on voit bien qu'on va être sur une gamme d'instruments. Moi, j'attire l'attention sur le fait qu'en tout cas, la taxe n'est pas adaptée au secteur numérique. Elle n'est pas adaptée puisque l'utilisateur n'est pas celui qui paie. Et donc là, il y a un très 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 gros danger. Hein, lorsque vous mettez une taxe qui va toucher essentiellement l'aspect matériel et énergétique du digital, ce n'est pas l'utilisateur, ce n'est pas celui qui est dans l'usage ubiquitaire de plusieurs réseaux en même temps, apparemment, ce que je ne savais pas possible, qui sera touché. C'est bien... c'est l'industrie elle-même qui risque soit d'avoir des comportements d'innovation pas vertueux qui consistent à faire de la délocalisation, enfin bon, il y a toute une série de contournements hein, de la loi, mais surtout de répercuter sur les frais de pub, etc. Donc finalement, cette taxe va être répandue sur l'ensemble des biens de manière aveugle et vous n'aurez pas d'impact environnemental propre. Donc ça, effectivement, donc on voit bien qu'on est obligé de penser une dentelle d'effets. Ce que je voudrais dire juste en dernier point, c'est que, enfin 2 choses. C'est pour l'instant, nous sommes d'abord dans une transition digitale qui, à mon avis, a une puissance bien supérieure à la transition climatique. Véritablement, l'économie aujourd'hui est sous l'emprise du digital, elle est conçue, elle est idéologisée, elle est entièrement, enfin bon, et elle est envahie de mythes autour du digital. Deuxième point, et c'est peut-être ça qui est rassurant, c'est que le digital, on en est à l'âge de l'Eldorado, c'est-à-dire comme dans toute grande vague d'innovation, on nous met une transformation sans limite, on nous met cette perspective. Même si certains enfants ont une capacité ubiquitaire incroyable, non, il y a un vrai conflit des temps, c'est-à-dire qu'il y a une vraie limite à mes yeux au digital, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il va y avoir un conflit entre le temps utile, le temps de production et le temps de la dépendance. Et donc là, on voit bien que non, ce modèle n'est pas infini. Et ce que l'on peut espérer, donc on peut espérer des réglementations, de la planification, toute une série de choses, effectivement, je ne saurais moi d'ailleurs le designer, hein, je peux le donner comme un slogan, mais on peut aussi imaginer, dans notre histoire à 30 ans, une vraie crise du digital, comme on l'a eu dans le ferroviaire, peut-être une nationalisation aussi de ces enjeux. Sur un horizon de 30 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire, qui sont inimaginables aujourd'hui. Mais encore une fois, voilà, ne nous laissons pas illusionner sur le fait que ce serait un Eldorado et un phénomène totalement envahissant. Il ne peut pas l'être parce qu'il menace, en fait, à travers le conflit des temps, tous les autres usages de la société, notamment le temps d'évoluer à la production, à l'acquisition de connaissances, de savoir, etc., etc. Donc ce modèle, il est très probable et très possible qu'il bute sur une crise majeure à un horizon qui peut être de 10, 15, 20 ans, 30 ans, je suis incapable de le dire, mais il a peut-être ses propres limites. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Le temps imparti est écoulé, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier. Non, je n'ai pas l'impression qu'on ait eu de questions. Non. Eh bien, écoutez, merci à tous de votre attention. On espère que ça vous aura intéressé. Puis je vous laisse avec la table ronde suivante. Merci encore à tous. Merci à tous.